21h45 à Paris, 20h45 à Bamako. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La mort de 13 militaires français au Mali. Ils ont péri dans la collision de 2 hélicoptères lors d'un combat contre les djihadistes. C'est le plus lourd bilan humain depuis le début du déploiement français au Sahel en 2013. Décryptage dans un instant avec Anthony Fouchard. La colère ne retombe pas en République démocratique du Congo. 2 personnes ont été tuées ce mardi dans l'est du pays dans de nouvelles manifestations contre l'inaction des autorités et des Nations Unies face aux tueries de civils attribuées au groupe armé ADF. Au total, 6 personnes sont mortes dans ces émeutes. Et puis pour finir, nous irons en cuisine à la rencontre d'un chef sud-africain, un ancien élève d'Alain Ducasse. Il a ouvert son propre restaurant à Johannesburg. Il mélange les saveurs qui bousculent les habitudes gustatives du pays. Ces 13 héros n'avaient qu'un seul but, nous protéger. Déclaration du Premier ministre Édouard Philippe. 13 militaires de la force Barkhane ont péri au Mali dans la collision de 2 hélicoptères lors d'un combat contre les djihadistes. Il s'agit du plus lourd bilan essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel. L'un des pires accidents qu'ait connu l'armée française, le plus lourd bilan humain depuis 36 ans. 13 militaires sont morts hier pendant une opération de combat contre des djihadistes au Sahel. Il est 19h40 dans la région de Liptako au Mali lorsque 2 hélicoptères de l'armée de terre se percutent en plein vol. Un hélicoptère de combat Tigre comme celui-ci et un Cougar qui évoluait à basse altitude. À l'intérieur des 2 appareils, 13 soldats, 6 officiers, 6 sous-officiers et un caporal-chef. Aucun n'a survécu. Selon les premiers éléments communiqués ce matin par le ministère des Armées, les 2 hélicoptères arrivaient sur la zone pour appuyer des commandos au sol qui traquaient un groupe djihadiste. Ce midi, 4 régiments sont endeuillés. 7 militaires appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. 4 étaient issus du 4e régiment de chasseurs de Gap. Les 2 derniers appartenaient au 93e régiment d'artillerie de Vars et au 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol. Selon l'état-major des armées, une opération de secours et de sécurisation de la zone d'accident est en cours. Ce drame porte à 38 le nombre de nos militaires morts au Mali depuis le début de l'intervention française il y a 6 ans. Pour mieux comprendre les difficultés du terrain, Anthony Fouchard, notre ancien correspondant au Mali, à Bamako, est avec nous sur ce plateau. Anthony, tout d'abord, cette collision entre 2 hélicoptères, c'est malheureusement un risque en raison du relief, mais aussi en raison du contexte sécuritaire. Cet accident a eu lieu en plein combat et en pleine nuit. Oui, d'ailleurs, c'est ce que précise le général François Lecointre, le chef d'état-major des armées. Les boîtes noires ont été récupérées. Une enquête est en cours, donc on en saura plus dans les semaines qui viennent sur les circonstances exactes de l'accident. Mais vous le voyez sur ces images, le principe même de ces vols en conditions de combat, c'est ce qu'ils appellent le vol tactique, les militaires français, c'est-à-dire aller le plus rapidement possible, mais surtout aussi le plus près possible du sol. Alors ils épousent les reliefs, ils sont à une dizaine de mètres maximum en termes d'altitude, et c'est vrai qu'à ces vitesses-là, puisque ces 2 hélicoptères, le Cougar et le Tigre, peuvent atteindre entre 250 et 300 km à l'heure, eh bien l'erreur est difficilement pardonnable. Et voilà, c'est le but de ce vol à très basse altitude, c'est surtout de surprendre l'ennemi, c'est-à-dire pour illustrer, quand l'hélicoptère arrive, eh bien l'ennemi n'a même pas le temps d'épauler qu'on l'a déjà dépassé. Voilà un petit peu comment ça se caractérise. Là, vous avez ces images de jour, il faut imaginer ça de nuit, en situation de combat, vous l'avez dit. Imaginez à quel point il faut avoir de l'expérience pour manipuler ces engins. Alors Anthony, la situation au Sahel se détériore, et ce lourd bilan reflète la réalité du terrain. La situation n'est pas sous contrôle. Non, elle n'est pas sous contrôle, mais cette zone du Liptako-Gourma, cette frontière Mali-Niger, avait été une des priorités de l'armée française, de Barkhane, donc sur globalement tout le courant de l'année 2017, et ça avait plutôt bien marché. Ils s'étaient alliés à une milice locale, le MSA, et ils avaient réussi globalement à apaiser cette zone, même si au final ils n'avaient fait que repousser le problème ailleurs. Ils s'étaient déplacés ensuite, donc ça c'est ces derniers mois au centre du Mali, là où la situation s'est également dégradée. En fait, cela illustre le jeu du chat et de la souris auquel se livrent les djihadistes et les forces internationales et transnationales, parce qu'il y a aussi les armées maliennes, burkinabées, nigériennes, pour ne citer qu'elles. Le problème, c'est que les terroristes, ils ont toujours soit un coup d'avance, soit en tout cas un avantage majeur qui est celui de la mobilité.
Si vous prenez l'exemple de l'attaque d'Indeliman, donc c'est à 20 km de là où est lieu le crash, c'était tout début novembre. Plus d'une centaine de djihadistes, une centaine de motos qui arrivent comme ça et qui submergent un camp de l'armée malienne. 49 soldats au moins sont décédés dans cette attaque. Et voilà exactement. Et en quelques minutes, une dizaine de minutes, eh bien, toutes ces motos, tous ces djihadistes ont disparu dans la nature. Lorsque les avions de soutien aérien arrivent, il n'y a déjà plus personne. On comprend la difficulté du terrain et pourquoi le terrorisme persiste dans cette zone. Merci beaucoup Anthony Fouchard pour votre décryptage. La situation reste très tendue en République démocratique du Congo. 2 personnes ont été tuées ce mardi dans l'est du pays dans de nouvelles manifestations pour dénoncer l'inaction des autorités et celle de la MONUSCO face aux tueries de civils attribuées au groupe armé ADF. Au total, la répression a fait 6 morts. Léo Péchard. Ils sont des centaines à crier leur colère. Mairie incendiée, camp des Nations Unies attaqué. Ces manifestants reprochent à la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, de ne pas protéger les civils attaqués par des miliciens. Ils n'ont rien fait, on ne voit rien de ce que les Nations Unies ont fait. Il y a 2 sortes de gens dans cette mission, ceux qui sont avec la population et ceux qui sont contre. Des coups de feu ont été entendus et plusieurs manifestants tués. Le parquet militaire a annoncé des enquêtes pour déterminer l'origine des tirs. Un couvre-feu nocturne a été décrété jusqu'à nouvel ordre. De son côté, la présidente du Parlement congolais en visite à Paris juge légitime ses critiques sur le maintien de cette force onusienne en RDC. Nous avons eu de bons succès, mais maintenant il est temps quand même de s'asseoir et de se parler sincèrement sur ce qui pourrait être fait mieux ou ce qui ne peut pas être fait. Parce que ça ne peut pas être sans fin non plus que la MONUSCO reste en RDC. Les émeutes ont éclaté à Béni après le massacre de 8 civils durant la nuit de dimanche. Une attaque attribuée au groupe Forces démocratiques alliées qui serait responsable de la mort de 77 personnes depuis le début du mois. Ce groupe armé agirait en représailles à des opérations lancées contre ses bases par l'armée congolaise. Créées en 1995 en Ouganda, les forces démocratiques alliées composées de rebelles islamistes se sont implantées dans la province du Nord Kivu en RDC. Avec plus de 500 combattants selon l'ONU, elles sont considérées comme la principale source de déstabilisation de la région. Les violences des derniers jours ont interrompu la lutte contre l'épidémie d'Ebola, épidémie qui a tué plus de 2000 personnes dans la province depuis août 2018. Et au lendemain de ces manifestations de colère contre l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir transféré vers Goma 49 de ses 120 travailleurs présents à Béni. Le personnel resté sur place tente de poursuivre les opérations de lutte contre Ebola. Et puis toujours en République démocratique du Congo, au moins 41 personnes sont mortes à Kinshasa en raison de pluies diluviennes qui ont provoqué inondations, glissements de terrain et électrocutions dans la capitale. Selon les autorités, les dégâts matériels et humains sont considérables. Le Kenya également touché depuis vendredi. Au moins 65 personnes ont péri dans les inondations au nord-ouest du pays. La pluie a détruit des ponts et des routes. L'accès à certains villages est bloqué. Les détails avec Sadia Mandjo. La police locale et la Croix-Rouge kenyane sont toujours à la recherche des corps disparus. Depuis vendredi, la région du Pokot occidental, dans l'ouest du pays, est touchée par de fortes pluies, causant des inondations et des glissements de terrain. Partout la terre glissait. Même là où nous nous trouvons, elle pourrait glisser à tout moment. Tant de gens ont été touchés, des gens ont dû quitter leur domicile et personne ne peut trouver un endroit où dormir, car nous ne savons pas où et quand le prochain glissement de terrain se produira. Selon les autorités locales, entre 80 et 120 000 personnes ont été touchées par les inondations. C'est 1/5 de la population du comté du Pokot occidental. Le gouvernement kényan a envoyé des hélicoptères de l'armée et de la police pour aider les habitants. Selon les prévisions météorologiques, les fortes pluies pourraient encore durer de 4 à 6 semaines et entraîner des inondations plus destructrices. Nous demandons aux gens de quitter les zones basses où les coulées de boue sont plus fréquentes et à se rendre au centre d'évacuation car nous ne savons pas encore combien de temps il va pleuvoir. Cela nous aidera également à obtenir de la nourriture, des secours et des fournitures médicales pour les personnes touchées. Les pluies torrentielles, inhabituelles à cette période de l'année, ont également touché le Sud-Soudan, la Somalie et Djibouti. Certaines régions de la Corne de l'Afrique ont enregistré plus de 3 fois leurs précipitations annuelles en moins d'une semaine.
40e mardi de manifestation des étudiants en Algérie. Plus d'1 millier de personnes se sont mobilisées pour dire non à la présidentielle du 12 décembre prochain. Dans le même temps, la répression se poursuit. Un tribunal d'Alger a condamné hier à 6 mois de prison ferme 19 manifestants, la plupart pour avoir porté des drapeaux berbères. En Guinée, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Conakry à l'appel du Front national de défense de la Constitution. C'est la 5e grande manifestation de ce mouvement qui rassemble société civile et opposition. Ils protestent contre une nouvelle constitution et un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Et on va tenter à présent de vous mettre l'eau à la bouche. Direction Johannesburg, en Afrique du Sud. Un jeune chef et ancien élève d'Alain Ducasse y a récemment ouvert un restaurant originaire de Soweto. Il propose une cuisine fusion franco-sud-africaine. Pierre Delrieux nous invite en cuisine. En cuisine, Wandile Mabaso est un artiste. Encore une touche de cuisine traditionnelle sud-africaine. Inspiré par les gastronomies françaises, marocaines, thaï ou encore mexicaines, le jeune chef sud-africain réinvente ses plats en y intégrant des ingrédients de la cuisine locale, comme le mili-mil, de la farine à base de maïs, ou encore du chakalaka, un relish de légumes très épicé. Mais ne lui demandez pas de partager ses recettes, il préfère suivre son instinct qu'une liste d'instructions. Je n'écris pas de recettes et je ne suis pas de recettes non plus. Je cuisine selon ce qui m'inspire, que ce soit la nature, mon environnement ou encore la météo. Son nouvel établissement, Les Créatifs, implanté dans le quartier chic de Bryanston à Johannesburg, ne désemplit pas. Ce restaurant huppé est un des seuls du pays à appartenir à un noir. Je suis très fière que cet endroit appartienne et soit géré par un homme noir. J'adore la passion et l'ambition qu'il a injectée dans ce lieu. Je trouve ça terriblement inspirant. À travers ses plats revisités, Mabaso remet au goût du jour des ingrédients souvent jugés pauvres, voire ingrats. Le but, marier les éléments de la cuisine traditionnelle sud-africaine et ceux de la grande gastronomie. Pour une majorité des Sud-Africains, un restaurant gastronomique comme celui-ci serait forcément géré par un blanc et fréquenté par des blancs. Mais le fait que je sois noir change la donne. Ça rend l'endroit tout de suite plus accessible. Je viens du même township, du même quartier pauvre de Soweto. Bienvenue chez vous. Fort de ses années d'expérience acquises auprès de grands chefs comme Alain Ducasse, Wandile Mabaso espère à son tour inspirer une nouvelle génération de chefs cuisiniers pour réinventer et raffiner l'art culinaire sud-africain. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. Ashran Verdi en sera à ma place et aux manettes, Dalila Gomri. France Info et France 24 unissent leurs forces pour vous proposer un magazine de géopolitique, Le Monde dans tous ses états. Avec un invité, toutes les 2 semaines, nous allons décrypter, analyser la situation d'un pays au cœur de l'actualité. Avec nos correspondants et avec nos reporters. Le Monde dans tous ses états, c'est le vendredi soir sur France Info. Et c'est le samedi soir sur France 24. Liberté, égalité, actualité.